99 players. But only one reigns supreme. This is Tetris 99. « 37 ans et toujours d'actu. Chapeau. » Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer de comprendre pourquoi des jeux comme Pac-Man, Tetris ou Donkey Kong sont toujours joués aujourd'hui. Des jeux qu'on peut appeler, sans trop se risquer, des classiques. Et qu'on soit bien d'accord, je parle des jeux de première génération, la NES grand maximum. Des jeux qui, malgré le temps qui passe, réussissent à être présents dans l'inconscient collectif. Des jeux intemporels. Parce que bon, un jeu sorti à 3 ans, on n'a pas trop le recul pour savoir. Alors déjà, je pense qu'on peut facilement parler de l'effet nostalgique. Ces jeux représentent toute une génération. Ils représentent les débuts du jeu vidéo, là où tout semblait encore possible, et où, avec quelques pixels, d'incroyables univers étaient apportés de joueurs, mais pas seulement. Parce que sinon, le côté culte ne resterait que pour les joueurs de l'époque. Un peu comme certaines musiques ou certains films pouvant passer d'incontournable à « Hein ? Connais pas » à seulement 10 ans d'intervalle. Non, l'effet nostalgique va plus loin que ça. Ces jeux sont ancrés dans l'imaginaire collectif et dans la pop culture globale. Même les personnes qui n'y ont jamais joué se remémorent les années 80 par leur simple nom. Et il suffit de voir le film Pixel pour s'en convaincre. Sous couvert de parler de jeux vidéo des années 80, le film parle de cette décennie tout court. Après, les qualités de Pixel en soi, c'est autre chose. Par leur succès à l'époque, leur place dans la culture des années 80 et leur effet Madeleine de Proust, ces jeux sont devenus des icônes à part entière. Mais bon, le succès, la nostalgie, la place dans la culture, c'est bien beau, mais ça n'explique pas tout, sinon la Zubida serait considérée comme un chef-d'œuvre. Et Dieu nous en préserve. Non, ça aide à comprendre, mais clairement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que oui, au-delà de ça, il y a les particularités des jeux en eux-mêmes. Mais quelles sont-elles ? Je sais pas. C'est long. Déjà, on peut parler des graphismes qui semblent sortis d'un autre temps. Et c'est le cas. Mais pourtant, à part les pourris gâtés de la 4K ou les enfants de 5 ans nourris à la course au graphisme qui vont dire que Zelda, c'est nul parce que c'est moche, je ne pense pas que beaucoup de personnes ont du mal avec ces graphismes. Au contraire, ces visuels vont renforcer l'appartenance à une certaine époque. Ce n'est pas pour rien que certains jeux indés de type old school reprennent les graphismes des premières générations. Mais surtout, l'un des avantages de ces jeux, c'est leur visuel épuré. Et ça fait que leur simplicité permet de moins mal vieillir, restant, même aujourd'hui, toujours visible, fluide et regardable. Là où certains jeux, pourtant plus récents, ont beaucoup plus mal vieilli. Une simplicité épurée dans les graphismes, mais pas que. Car oui, on va commencer à aborder les points primordiaux. Je suis youtubeur, donc les points importants sont à la fin, logique, parlons donc gameplay. Et c'est clairement dans leur simplicité que ces jeux font mouche. Que ce soit un joueur chevronné ou un total casu, n'importe quelle personne, ou presque, peut en moins de 2 minutes comprendre le principe de ces jeux. Et bien que ce soit surtout par manque de puissance des supports de l'époque, ou tout simplement parce qu'on était au début du médium, donc fatalement simple et efficace étaient les mots d'ordre, ça a grandement aidé à la renommée de ces titres. Mario saute, les Tetrominos font des lignes, et le vaisseau de Space Invaders détruit. La simplicité des gameplays et leur compréhension directe ont permis de rendre les jeux fun instantanément, et surtout de survivre à l'épreuve du temps. Parce qu'un jeu peut être très bon à son époque, mais par l'évolution des codes et des habitudes de jeu, peut paraître mauvais aujourd'hui. Là où nos intemporels le restent par leur simplicité et leur pertinence à travers le temps. Une simplicité couplée à des parties courtes et une frénésie de l'arcade, vous obtenez des jeux qui resteront dans les mémoires. Même s'il manque encore des ingrédients. Parce que même si on a la structure globale de notre explication, il manque encore quelques points qui ont leur importance. À commencer par l'héritage de ces jeux. Alors je ne parle pas des suites ou des remakes. Ça peut jouer dans la balance, mais ce qui m'intéresse ici, ce sont ce que ces jeux des premières générations ont apporté au médium. Et la réponse est toute simple, la base des codes du jeu vidéo. Comme les premiers films, pour le cinéma, les jeux dont on parle ont forgé le médium. Alors oui, depuis, les codes ont été repris, perfectionnés, dépassés
parfois même. Mais il s'agit toujours de la même base. Cette base qui fait qu'un joueur actuel n'ayant jamais connu Pac-Man ou Pong les comprendra, tout simplement parce qu'il a joué à leur version avancée. Cette base est importante et explique l'impact de ces jeux dans l'histoire du gaming. Mais tous les points évoqués jusqu'à maintenant ne seraient rien sans deux choses qui, si elles n'étaient pas là, rendraient mon argumentaire caduc. Et l'un de ces points, c'est le talent. Sans savoir-faire, un jeu peut avoir toute la simplicité, les graphismes, la nostalgie ou l'ancrage culturel possible. Si un jeu n'est pas bon, il restera un vestige intéressant du passé, mais ne sera pas intemporel. Et pour ça, il faut des créateurs qui ont des compétences. Toru Iwatani, Tomohiro Nishikado ou Shigeru Miyamoto, par leur passion et leur talent, ont permis l'invention, l'innovation et plein d'autres trucs en haut qui a fait l'histoire du jeu vidéo avec un grand H. Même s'il manque un élément qui est le plus important, la chance. Un jeu peut être le meilleur qui soit avec toutes les qualités nécessaires pour être un incontournable. Si par le coup du sort, il reste dans l'oubli, alors il ne sera jamais culte. Et ça peut être dû à n'importe quoi. Mauvais timing, vol d'idées qui a mieux marché avec le concurrent, une décision de sortie ou pas dans telle région du monde. La chance est le facteur le plus arbitraire, celui qui peut paraître le plus injuste, mais le plus déterminant pour l'aura que va avoir une œuvre. Je vous conseille d'ailleurs l'excellente vidéo de Linguisticae sur la méritocratie qui parle du sujet bien mieux que moi. Et c'est pas dur. Pour conclure, qu'on aime ou pas ces jeux, ils sont importants et font indéniablement partie du paysage vidéoludique. Tout comme pour le cinéma, la musique ou n'importe quelle forme d'art, c'est avec leurs prémices qu'on est le plus à même de comprendre ce qu'on a aujourd'hui. Et même si le jeu vidéo est encore très jeune, je ne pense pas risquer grand chose en disant que les œuvres dont on a parlé sont des classiques, voire même des intemporels. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un avis dans les commentaires. Je sais que je parle pas trop de jeux vidéo, mais j'espère malgré tout que ça vous aura plu. Voilà, diversifier les sujets, ça fait du bien de temps en temps. En tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire, la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Perso, je vais vous laisser, et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, /1 sur votre espace-temps. Et c'est tout, t'as pas oublié un truc là. Le mec, il vient comme ça, il parle des jeux vidéo, première génération et tout, et il parle même pas de Sonic. C'est de l'arnaque. Sonic is the best character, ok. Il prend la pose tel un skater de haute qualité, et il adhère au bitume comme le bigorneau adhère à la poubelle. Attends, je suis pas sûr pour celle-là, hein. Ah, mais putain, t'en fais du bruit, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a pas parlé de Sonic. Et alors, il a pas parlé de Sonic 1. Et alors, il parlera pas de toi. D'où tu parles pas de Sonic, FTP? Je vais te baiser tes mains. Tu veux pas te prendre de calmer? Took my pride and put it on the floor.